Pour moi, c'est un groupe de personnes qui est issu d'un groupement d'agriculteurs bio au départ en Isère et qui a proposé que les paysans soient en capacité, si ce n'est de construire, au moins de réparer leurs propres outils. Et donc pour ça, d'avoir des outils qui soient simples et qui puissent être modifiables moyennant un peu de coupe et de soudure. Et qui a ensuite essaimé un peu partout en France et formé des dizaines et sans doute des centaines d'agriculteurs à pouvoir réparer leurs propres outils de production. Quand on parle d'outils, on parle de tout ce qui va derrière un tracteur, notamment une bineuse, une sarcleuse, tout ça. Voilà, c'est fini, on va aller boire des cafés. Est-ce qu'il y en a qui veulent rajouter quelque chose qui n'a pas été dit, qui ont en tête quelque chose d'autre ou pas? Je dirais que la définition était très juste et qu'elle peut être complétée également par une définition un peu plus large qui serait aussi un mouvement politique à partir d'un livre qui s'appelle Reprendre la terre aux machines. Voilà, donc je définirais, au-delà des formations données, j'ai été bénéficiaire en tant qu'agriculteur de formation de l'atelier paysan, mais je dirais qu'aujourd'hui c'est aussi une ligne politique à mener et ils sont fer de lance en la matière, je dirais ça. Voilà. On peut peut-être définir aussi de l'atelier paysan en se demandant la question, c'est qui les frères et les sœurs de l'atelier paysan? Donc il y a la Confédération paysanne, il y a la réseau Semences paysannes, il y a dans d'autres pays, au Canada, en Grèce aussi, des initiatives un peu similaires. Il y a le Farm Hack qui existe aux États-Unis. Donc il y a tout un écosystème avec des différents types de réseaux, de collectifs qui essayent de libérer différents trucs qui intéressent les paysans, que ce soit les semences, que ce soit les machines dans votre cas. Pardon. J'étais pas là au moment de la présentation des questions, mais simplement dans la revue Silence du mois de mai, il y a une page sur l'expérience, ce qui se passe entre justement les ateliers paysans, les CIVAM, Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture milieu rural, et la FNCUMA, et en particulier orienté vers des outils ergonomiques et pensés pour les femmes. Un peu dans la suite de ce qu'il y avait pour les salles de traite, qui autrefois étaient toutes organisées autour de la taille des hommes et peu autour de la taille des femmes. Mais là, il y a aussi des objets qui sont spécifiquement adaptés au public féminin. Merci, c'est pas mal. Hein. Je crois qu'on a fait le tour. Peut-être on se présente rapidement et puis comme ça, on peut se lancer. Vas-y. Moi, François Chabré, je suis paysan donc à Ambial, donc un peu plus au nord, et je me suis installé en 94. Après voilà, il faut aussi un petit historique, et là donc je suis proche de la retraite. À la ferme, on a aussi, donc il y a la ferme et puis il y a aussi on a adossé une association tiers-lieu. Et là, moi, je suis aussi donc adhérent à l'atelier paysan et à la Cordeau paysanne des soulèvements de la terre aussi. Voilà, donc je me suis donc un engagement aussi qui est fort et qui pour moi a du sens aujourd'hui. Et j'ai fait de la vigne et des cochons en plein air et en transformation. Voilà. Vas-y, Tom. Donc moi, je m'appelle Tom, je suis plutôt de confession designer à la base. Donc voilà, je conçois des objets à la base plutôt réparables et des lieux pour pouvoir aussi les réparer et apprendre ensemble. Ça, c'était un peu mon intention initiale, plutôt qui était très urbaine. Voilà, issue des écoles de design, on essaie d'appliquer les théories du convivialisme, notamment de Ivan Illich ou autre. Et en fait, où il y a quelques années, du coup,
peu près au moment du Covid, un peu avant en fait, il y a Samuel, donc le fils de François, qui a invité des potes à venir à la ferme en disant tiens, il y a peut-être des choses à faire. Et puis là, j'ai rencontré 2 personnes, Françoise et François. Voilà, c'est toujours assez chouette quand même de redire qui sont les personnes qui habitent, qui en fait portaient un projet qui m'a vachement impacté avec des choses qui sont de l'ordre d'une intuition à ce moment-là, de dire ok, en fait, on parle beaucoup d'écologie. Depuis les villes, voilà, effectivement j'ai une appréciation de l'atelier paysan comme par exemple un mouvement technocritique, mais c'est assez théorique et ben en fait là j'ai l'impression qu'il y a une écologie qui se fait en pratique. Qui se fait aussi peut-être avec des classes populaires, on ne se le disait pas forcément comme ça à ce moment-là, et tiens, mais si on s'y met un petit peu, si on va y contribuer, si justement on transpose peut-être des choses qu'on a eues dans les villes, notamment par exemple ces univers-là, des hackerspace et des Fab Labs à l'époque, qu'est-ce que ça donne, voilà. Et donc on part un petit peu sur ça, et on lance le tiers-lieu paysan, avec un mot dont on ne savait pas très bien quoi faire au départ aussi, ce mot de paysannerie, et qui peu à peu prend du sens depuis à peu près 5 ans. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, on voulait vous parler un petit peu. Donc, on est aussi dans l'atelier paysan, dans la coordination agricole des soulèvements de la terre. Et un des trucs qu'on avait envie de vous ramener là, comme proposition, c'était une discussion autour du rapport à la technique, mais vous allez voir, on va aller vite ailleurs, parce que en fait, le rapport à la technique, au sein d'ateliers paysans et au sein d'un mouvement technique, il n'est rien sans une partie du sujet politique qui le sous-tend. Pourquoi à un moment donné, la démarche technocritique s'ancre dans des pratiques matérielles et quotidiennes, si ce n'est pour effectivement adapter des outils à des conditions de travail, c'est aussi par rapport à des réalités assez structurelles des milieux. Et peut-être, donc on s'est entendu sur le fait que j'allais lancer quelques données en fait pour commencer sur le milieu agricole, quelques réalités qui sont là actuelles. Actuellement, on considère qu'il y a à peu près 200 fermes qui ferment par semaine en France, que donc du coup c'est quand même assez énorme. Pour un petit peu traduire ça, en fait ça veut dire que là, dans quelques années, alors François, on était combien dans les années 60 à peu près ? 1 million de fermes. Voilà, là, on est à peu près on est à moins de 400 000 et en gros, on vise à peu près, selon des projets plutôt agro-industriels, 200 000 fermes. Alors 200 000 fermes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça fait moins de 2000 fermes par département. Là, bon, ça reste encore un peu grand, hein, et en fait, ça veut dire que ça fait moins d'une ferme par village. Bon, je ne sais pas ce que tu as connu, toi, en termes de présence de ferme sur un village. Je ne suis pas sûr que c'était exactement le ratio, quoi. Voilà. Et en fait, allant avec ça, il y a plein d'interrogations. C'est qu'est-ce que c'est que les fermes dans les campagnes ? Peut-être qu'effectivement, les fermes ne sont pas juste des outils de production agricole, et à ce moment-là, de quoi on parle ? Voilà. Le projet de la Confédération paysanne en face, c'est un projet, un syndicat agricole dont on pourra revenir aussi sur les détails peut-être dans la discussion, parce que le but c'est qu'on parle assez peu mais qu'ensuite on ouvre un débat, c'est d'installer 1 million de paysans. Donc un chiffre comme ça qui en fait fait remonter effectivement aux années 60, quoi. Voilà. Ce projet-là, c'est un projet de ferme alternative qui a été formulé dans les années 2000. En fait, il est quand même pris dans le jeu de ce qu'on appelle les alternatives dans le monde agricole, et il est pris aussi dans des limites. Un exemple qui est très marquant pour nous à la Martinière là-dedans, c'est Terre de Liens. Terre de Liens, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une foncière qui essaye de racheter des fermes pour aider des personnes à s'installer. Terre de Liens, ils ont installé 200 fermes en 10 ans. Vous souvenez-vous du nombre de fermes qui disparaissent par semaine ? Ça marche pas. Dans le calcul, ça va pas au 1 million là. Voilà. Et après, en réalité matérielle aussi, qu'est-ce qui se passe pour les paysans actuellement qui s'installent ? Là, j'ai 3 personnes qui s'installent en ce moment du côté de Tarnac. En fait, ce qui est visé là actuellement, c'est un salaire qui est moins que le RSA, avec 700 000 € d'emprunt, pour 60 à 80 heures de travail par semaine. Voilà. Je ne sais pas ce que ça donne comme réalité pour vous, mais je ne sais pas si on trouve ça très très confortable, comme mode de vie. Et voilà. Et du coup, François, pour te relancer la bille vers toi, la balle, le micro, la question c'était, mais en fait, c'est des réalités que toi tu connaissais déjà, que tu entendais déjà.
peut-être pas dans ces chiffres, etc. Mais du coup, tu as travaillé toute ta vie aussi sur des formes autres. Ouais. Ben, un petit peu d'histoire. En fait, voilà, moi, je suis d'origine paysanne avec une famille ouais, qui avait des fermes. Et enfin, voilà, si je suis là aujourd'hui, enfin, si on est là, il n'y a jamais de hasard. En fait, c'est une histoire qui, en fait, chemine et évolue. Et donc, rapidement, très très jeune, donc j'ai été permanent et militant au sein du MRJC, donc le mouvement rural de la jeunesse chrétienne, qui a été vraiment une école de l'émancipation, une école de la pensée, une école de l'autogestion. Donc ça, c'était dans les années 70-80, hein, donc voilà, on ne se rajeunit pas. Et après, donc j'ai été pendant le même temps, en fait, j'ai vécu aussi en communauté, donc sur Roanne, en fait, où des étudiants en fait partageaient donc ce qu'on peut appeler aujourd'hui en colloque, mais il y avait aussi un projet d'accueil, enfin là, c'était aussi l'autogestion, la prise de décision ensemble, donc le faire ensemble, quoi. Et après, donc j'étais de 84 à 94, donc 10 ans animateur de la Confédération paysanne de la Loire, donc à l'époque de la scission avec la FNSEA, et ça, j'ai gardé en fait une culture paysanne et un projet que portait la Confédération, donc d'agriculture paysanne, et qui me quitte pas en fait. Donc ça a fait ça que je me suis installé un jour parce que j'avais envie de m'installer. Et mon souci, enfin, je suis arrivé en fait sur une ferme avec le souci du collectif, de la communauté et de la coopération, quoi. Et donc rapidement, pour revenir sur l'outil et la place de l'outil dans les fermes, j'ai commencé avec un atomiseur sur le dos, comme j'avais des vignes, donc à traiter les vignes. Donc c'est 50 kilos en fait à porter. C'est des produits que vous ramassez plein la tête. Et rapidement, en fait, je suis allé voir les collègues vignerons qui pour la plupart travaillaient seuls, et en leur disant, est-ce qu'on peut monter une CUMA, une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Et ouais, la mayonnaise a pris. Du coup, il y en a eu 3 sur la côte rouennaise. Donc voilà. Et au cours de mon activité, en fait, mon souci a été de mettre en place des outils collectifs, que ce soit donc au niveau des vitis, mais aussi au niveau du village. On a créé un marché. Après, donc j'ai bossé aussi sur les vignes relais. Voilà, donc tous ces outils qui permettent en fait à la ferme d'être à la fois un lieu de production, mais aussi d'être aussi un lieu d'ouverture sur les personnes au niveau du territoire, quoi. Donc un lieu d'échange. Donc quand la question s'est posée de se nommer tiers-lieu, en fait, on s'est dit, on fait déjà tiers-lieu parce que en fait, la ferme a toujours été un lieu ouvert, un lieu d'échange et un lieu de pensée, quoi. Voilà, Tom, si je peux vous résumer un petit peu mon histoire. Oui, et il y a un truc aussi pour reboucler un peu avec Atelier Paysan, parce qu'on fait un va-et-vient en fait aussi avec une situation très ancrée, enfin vous comprenez, et puis du coup le réseau en fait dans lequel là on s'ancre et pour lequel on vient parler. C'est assez intéressant parce que du coup on a effectivement cité la question du commun technique. Il y a des formats qui ont été créés aussi pour essayer de contrer des choses là-dedans. Par exemple, la formation chez Atelier Paysan n'a jamais été vraiment qu'un moment de découpage de métal pour obtenir un outil, puisque le principe même de la formation là-dedans, en fait, c'était de se rencontrer, d'apprendre un certain nombre de savoir-faire techniques et de débrouille, mais aussi de faire en sorte que des paysans se retrouvent là où justement un tissu social se détricote. Là, on fait un moment de rencontre et on bosse tous sur les outils des uns des autres. L'idée étant que si on a bossé sur les outils des uns des autres, on a fait un premier pas vers effectivement des dynamiques de coopération dont tu parlais, comme la CUMA, effectivement derrière peut-être qu'on monte un marché d'été et qu'on va regrouper des producteurs pour défendre aussi une alimentation locale et qui le reste, etc. Et je me demandais, parce que du coup on a souvent cette discussion, c'est quoi la différence entre la CUMA par exemple, qui réunit des paysans, et l'atelier paysan, quoi, par exemple. Si on peut, moi j'ai vu une évolution au niveau des
Cuma et au niveau de la côte rouennaise, quoi, où en fait au départ c'était des petites structures où il y avait un besoin de travailler, enfin un besoin, une nécessité d'avoir un outil commun, parce que financièrement, c'était ça, je dirais, ça coûtait cher d'acheter du matériel, donc c'était aussi un prétexte aussi à se rencontrer et du coup à faire des actions communes, quoi, parce que voilà, on se voyait souvent, il y avait des réunions, donc c'était vraiment un outil au service du paysan, enfin au service du viti. Et c'est vrai que je me rends compte qu'aujourd'hui, en fait, les exploitations se sont agrandies et l'équipement devient individuel, quoi. Beaucoup de gens sont en bio, donc il y a pas mal de travail du sol, donc en fait, et je retrouve plus. Voilà, c'est une évolution. Je retrouve plus en fait cette dynamique-là au niveau des CUMA dans le partage du matériel, quoi. Cette dynamique-là, je la retrouve au niveau des ateliers paysans, en fait, où là, je vois sur mon coin, mais il y a beaucoup de petites fermes avec qui je travaille qui font de la vente directe et qui sont sur des petites surfaces et qui ont besoin en fait de mutualiser l'outil, quoi. Et c'est vrai que l'atelier qu'on a mis en place à la ferme permet ce genre de choses, quoi. Et là, on retrouve des temps où on échange, où on discute, des fois on refait le monde aussi, quoi. Où on casse la croûte aussi, parce que voilà, c'est important. Où on boit un coup de vin, parce que c'est important aussi. Prendre le temps d'être ensemble, quoi. Donc ça, voilà, cette dynamique-là, en fait, je la retrouve au niveau d'ateliers paysans, quoi. Voilà ce que je peux te dire, moi, sur le parallèle entre CUMA et ateliers paysans. Ouais, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer dans l'atelier paysan et peut-être pour pousser vers des choses en émergence, quoi, dans ce collectif. Bon, déjà, l'atelier paysan, c'est pas un objet qui est très stable, on va dire, dans le temps, parce que c'est un objet, on le disait tout à l'heure, qui est très exigeant. Donc c'est un objet qui a beaucoup évolué là ces dernières années. Typiquement, un des trucs qui a évolué, je pense, c'est la forme juridique là ces derniers temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est passé aussi justement d'un moment dans lequel il y avait une réponse à un endroit aussi situé en France, hein, qui était celui de répondre à l'émergence du maraîchage, qui du coup a inspiré cette logique de machines mis en open source, qui était aussi le croisement avec ce moment du numérique et de l'open source, où en fait des paysans viennent et finalement documentent sur Internet des plans qui sont ensuite téléchargeables par d'autres ailleurs, et c'est un vrai truc pour essaimer une nouvelle pratique agricole. Mais il y a ce bouquin qui sort à un moment donné, Reprendre la terre aux machines, et je pense que ça a donné aussi un coup assez fort en comparaison, par exemple, à ce que peut produire comme intention, comme projet la CUMA, puisque là, d'un coup, ça a doté quelque part une coopérative qui pouvait être une coopérative d'équipement d'outils, même avec des intentions technocritiques fortes et une manière de faire assez forte, d'un projet politique, quoi. Et je ne sais pas, toi, comment tu l'as reçu, parce que j'ai l'impression aussi qu'on a beaucoup tourné autour de ça, finalement, presque plus du projet politique que des outils. Enfin, les outils, typiquement, on ne les a pas sur la ferme. Moi, j'ai bien aimé les définitions que des personnes ont données, avec une définition plutôt technique sur l'outil, et c'est vrai, et c'est super intéressant, quoi, que des paysans à un moment se sont dit, non, attends, on va pas acheter le matos neuf, on va le faire ensemble, on va l'adapter, et on va bosser ensemble. Donc ça, c'est super. Donc on fait collectif et communauté, quoi. Et puis j'ai bien aimé aussi ta définition en disant, oui, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi donc, le bouquin qui a été fait, Reprendre la terre aux machines. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, voilà, si on déconnecte l'outil d'un projet politique, en fait, on se plante, quoi. Enfin, c'est plus suffisant, quoi. Voilà, on va encore perdre le peu de modèles paysans qui existent, quoi. Donc, on est bien aussi dans une dynamique où on a besoin, l'outil étant un outil, mais on a besoin que cet outil, en fait, nous permettent en fait d'avoir un projet politique, quoi, et un projet sociétal. Je crois que ça c'est aujourd'hui on a besoin. Enfin, je veux dire, si vous suivez l'actualité, la pression est forte pour qu'en fait les petites fermes et tous ces modèles-là en fait on les raye de la carte, quoi. Le modèle agro-industriel aujourd'hui est hyper puissant et la pression monte, quoi. Et on a besoin de résistance. Donc si nos modèles, en fait, on n'est pas capable de résister et d'être clair en fait sur un projet sociétal, on va planter, quoi. Donc vous irez acheter vos
vos produits en grande surface. Et ben, enfin voilà. Et donc, c'est à chacun et chacune d'entre nous ici de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on choisit, quoi. Et quelle place on va avoir aussi dans les années à venir. Donc ça c'est hyper important. Et pourquoi moi je suis aujourd'hui, pourquoi moi je suis à la cour paysanne des soulèvements de la terre, parce que aujourd'hui en fait la paysannerie a besoin de faire des alliances fortes, quoi. Les paysans sont pour la majeure partie en fait une classe pop, quoi, où il faut qu'on en bave pour avoir un revenu. Et le revenu en fait il nous est donné par les primes PAC, quoi. Donc c'est quand même assez terrible, quoi. Et si aujourd'hui on fait pas alliance en fait avec les classes pop qui nous entourent sur nos territoires, voire au-delà en fait, ben voilà, on est mort, quoi. Enfin, je veux dire, moi voilà, on est mort. Ouais. Je crois que c'est ça qui me vient et j'arrive pas à trouver autre chose, quoi. Donc c'est la bagarre, elle est à amener ici, quoi, à ce niveau-là, quoi. Hier à la ferme, on avait un gars de la CGT, donc qui était Saint-Étienne là, et qui bosse en métallurgie, et on sent que nos problématiques sont les mêmes, quoi. On a besoin de faire des alliances fortes en fait pour pouvoir résister et créer des contre-pouvoirs et des leviers de résistance, quoi. Voilà, donc atelier paysan, c'est la machine politique. Allez, on va dire comme ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est intéressant, tu as dit plusieurs choses, tu as aussi parlé de liens. Il y a quelque chose de l'ordre d'une coalition autour du sujet agricole et paysan qui se fait. Typiquement, effectivement, on voit qu'on va chercher plus le projet politique et les alliances actuellement dans la coordination agricole des soulèvements de la terre. Que l'atelier paysan, mais qui par contre a été un marqueur fort, c'est-à-dire il a dit par exemple que les alternatives ne suffiraient pas. C'est ce que je vous démontrais en chiffres avec Terre de Liens, mais on peut en avoir plein d'autres, des exemples. Et donc il y a en ce moment quelque chose qui est aussi là, et là je pense que c'est ce qui est en train d'agir, et là c'est aussi un titre d'information de ce qui se passe dans l'atelier paysan, c'est il y a cette stratégie qui est arrivée de l'essaimage et qui était liée d'un constat. L'atelier paysan devient spécialiste en constat dur envers elle-même, hein, mais qui était de dire, mais en fait, on a créé 3 antennes en France, une dans la Drôme, une dans les Corbières et une vers la Bretagne. Et en fait, en faisant ces antennes, on aurait pu se rapprocher des territoires. En fait, on s'en est vachement éloigné. Et du coup, ils ont lancé une démarche. Et pour moi, en fait, c'est des objets, de la même manière que Ivan Illich parlait, par exemple, des outils conviviaux, mais il parlait autant de structures, on va dire, que d'outils et d'objets sur lesquels on s'assoit, avec lesquels on fait des choses, ou de bâtiments. On voit que là, en ce moment, il y a un travail qui est quasiment une sorte de recherche de comment est-ce qu'on va redévelopper des réseaux territoriaux. Et donc c'est ça, c'est la stratégie de l'essaimage, et qui vise justement à développer en fait, plutôt des identifications de groupes sur des territoires qui vont dire oui, on porte le projet politique d'atelier paysan et aussi le projet technique. D'ailleurs, souvent, c'est des gens qui font plein de trucs, mais qui se révèlent en fait au moment où on dit on fait une journée chez vous, quoi. Et voilà, et là j'ai l'impression qu'on se rapproche aussi d'un angle qui est assez important, c'est qu'actuellement, parler de défense du monde paysan, c'est pas parler uniquement de la capacité de construire les outils qui vont faire advenir l'alternative maraîchage bio pour toutes et tous, mais on parle aussi de réseaux qui vont s'allier à des réseaux de lutte et d'action directe, parce qu'en fait on voit qu'il y a une forme très offensive aussi en face du point de vue de l'agriculture industrielle, et que donc une partie des outils, c'est autant la capacité à faire réseau, base arrière, et à produire justement dans des logiques d'alliance une alimentation et un projet politique, et aussi des espaces accueillants pour penser, parce que c'est de ça aussi qu'on parle. La Martinière et plein de réseaux, enfin plein de lieux du réseau d'ateliers paysans, c'est des endroits dans lesquels se réunissent des gens, dans lesquels ça discute, ça s'organise, ça va faire une manif, ça va tirer une ligne politique pour le coin par rapport à une lutte locale précise, etc. Voilà. Et je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi ce truc-là, c'est que les fermes, dans le contexte actuel, ne sont plus juste en besoin d'outils techniques. Et donc l'atelier paysan se positionne aussi en lien avec les soulèvements de la terre, par exemple, ou la Confédération paysanne, mais ça c'était déjà historique à cet endroit-là, de fournir des outils pour lutter aussi assez franchement, quoi.
Ben, ouais, enfin, en fait, pendant 30 ans, en fait, voilà, j'ai expérimenté ce que les chercheurs appellent société paysanne, quoi. Et enfin, je veux dire, ça existait dans ma famille, et ça, moi, voilà, j'avais ça dans le corps, quoi. Et je crois qu'aujourd'hui, on a la nécessité, en fait, de maintenir ce mode sociétal, quoi, où la ferme, en fait, est au centre, parce que, parce que la ferme, eh ben, je veux dire, il y a de la terre, donc il y a l'alimentaire. Et l'alimentaire, c'est quelque chose qui est hyper important, mais ça suffit plus, quoi. Voilà, à mon avis, une ferme doit être aussi un lieu, je reviens à mon mot, un lieu de résistance, quoi, et de penser et de monter en compétence, quoi. Enfin, je dirais, si sur la ferme il y a eu beaucoup d'actions collectives, enfin, aujourd'hui on a besoin aussi de réunir du collectif et de faire collectif, quoi. Et c'est par ça, en fait, qu'on va arriver, je dirais, à créer les rapports de force. Donc je crois qu'il y a, voilà, enfin, je veux dire, je suis complètement impacté par la question des pesticides, quoi. Je veux dire, que nous, enfin, moi, j'en ai bouffé en Viti, hein, je veux dire, et, et ces alliances-là, elles sont aussi à trouver, quoi. Avec aujourd'hui, beaucoup de personnes sont ouvriers dans les fermes, en fait. C'est avec aussi ces personnes-là qu'il faut qu'on fasse alliance, quoi. C'est marrant parce qu'on nous a dit, en fait, vous êtes des chefs d'entreprise. Ouais, moi j'ai cru un petit moment, quoi. Après, je me suis dit, ouais, non, c'est quand même pas ça, quoi. On reste quand même des prolétaires de la terre, quoi. Je veux dire, voilà, ça c'est important, quoi. Un mec comme Lambert dans les années 70, en fait, il a martelé, en fait, des alliances entre paysans et ouvriers, et je crois que c'est hyper important. Moi j'ai vécu la lutte du Larzac. C'était, enfin, à un moment, les paysans ont dit non, nous on reste ici, on veut pas de militaires ici. Et après, les alliances aussi, elles se sont trouvées avec des réseaux ouvriers, quoi. Enfin, il y avait toutes les luttes de Lippe, Malville, Nossac, enfin voilà, toutes ces luttes-là, en fait, ont convergé, quoi. Et ça, voilà. Aujourd'hui, on est aussi dans ces schémas-là, et on sera aussi dans ces luttes-là. Je suis là à Notre-Dame-des-Landes aussi. C'est ces luttes-là aussi. Je veux dire, le monde paysan seul va avoir du mal à s'en sortir s'il ne fait pas alliance forte avec des personnes, en fait, qui sont impliquées aussi dans ces milieux-là. C'est pas mal. J'allais dire que il y a effectivement, enfin, je sais pas, tu me retires, et après, je pense que c'est pas mal si on ouvre sur la discussion. Il y a un endroit où c'est pas pour rien si une partie des générations climat qui sont allées vers Notre-Dame-des-Landes pour en soutien à la ZAD, puis qui ensuite du coup ont créé les soulèvements de la terre comme une réponse à toute cette énergie qui avait été reçue pour défendre un territoire. Hein, les soulèvements de la terre naissent bien aussi de cette volonté de remercier aussi et d'aller vers les autres territoires après avoir reçu beaucoup d'aide à Notre-Dame-des-Landes. C'est un petit peu ça le geste quand même dans lequel ça s'ancre. Et du coup j'ai l'impression qu'il y a une perspective révolutionnaire en fait qui est de toute manière décrite dans l'histoire paysanne à partir du moment où il y a le remembrement et du coup la destruction des sociétés paysannes telles que tu le décris et que tu l'as vécu et que tu nous le racontes, et qu'à partir de là du coup le paysan n'est pas défait en fait il n'est pas à côté en fait de toute la perspective des travailleurs, et donc du coup il y a les paysans travailleurs par exemple qui vont être à un moment donné qui vont avoir une forme de marxisme aussi sur le travail paysan, et qui vont avoir des analyses qui sont encore assez intéressantes. Il y a le bouquin là qui va être réédité, qui va pas tarder à sortir, je crois que c'est en juillet la date, et qui va du coup venir compléter aussi le projet d'atelier paysan. Et j'ai l'impression que du coup une partie des outils et des techniques dont on parle en fait en réalité, c'est une partie de ce qui se passe à la Martinière, mais qui se passe aussi avec Atelier Paysan. C'est aller dans les médias, renforcer des réseaux territoriaux. Du coup il y a autant une guerre qui est culturelle en fait, pour défendre cette approche de la paysannerie,
et aussi l'habitabilité dans les campagnes que celle de la pratique des fermes. Et c'est un et ce qui est, je pense, difficile à tenir, j'ai l'impression, dans cette question de monde paysan, etc., c'est qu'il faut tenir une partie du rapport matériel au monde et tenir une partie du rapport de force avec des détracteurs du monde industriel qui sont très très forts et qui sont, en fait, ont planifié depuis un bon moment qu'en fait là il va y avoir plus que 200 000 et que ça va partir à l'agrandissement et qu'on va retirer ce qui aide un petit peu ces petits producteurs et la guerre culturelle, quoi. Et, voilà. Et j'aime bien toujours faire cette image là, peut-être avant de faire lancer la discussion, mais c'est un Benjamin qui est à la ferme du Rublet, qui est une ferme aussi historique dont une partie des personnes ont monté les soulèvements de la terre et qui est aussi une ferme collective dans laquelle des personnes comme Léna Lazare, qui du coup est aussi pareil, une figure de proue des mouvements climat, puis ensuite des luttes à Notre-Dame-des-Landes, etc., et aller apprendre à être boulangère paysanne, par exemple. C'est le fils de la ferme, donc Benjamin disait, mais en fait, voilà, en fait, les villages qu'on voit les plus actifs, c'est ceux qui ont réussi à maintenir ce tissu social. Et donc on voit bien que le rôle, c'est les fermes, pardon, à maintenir les fermes. Et on voit bien que le rôle des fermes à cet endroit-là, c'est un rôle qui est lié en fait à l'habitabilité. Pourquoi ? Parce que en fait, si on n'a plus que 200 000 personnes installées en ferme, et en fait, on se retrouve là avec ce qui est modélisé avec de la big tech et de l'achat de terres par des grandes entreprises, ce qui se passe en France en ce moment. Et de l'agriculture la plus possible automatisée, avec, on va dire, le corollaire, et là c'est en train d'augmenter, d'ouvriers agricoles. Donc là on va pouvoir vraiment parler, cette fois-ci sans débat, de la prolétarisation de l'ouvrier agricole, enfin de l'agriculteur, quoi. Et dans ça aussi des formes renouvelées qu'on peut quasiment qualifier d'esclavage, quoi. Donc on a cette espèce de grand modèle avec des personnes exilées qui arrivent et qui vont être sans papier, qui vont se faire exploiter dans les champs, d'autres qui vont être ouvrières agricoles, et puis grand-chose de vie. Et puis de l'autre côté, il y a justement cette idée que quand il y a une ferme qui est installée quelque part, ou il y a des fermes installées quelque part, en fait, on peut retrouver assez vite la nécessité d'une école, d'un marché. En fait, du coup, il y a des services de transport, etc. Et qu'en fait, la ferme est en fait un des points névralgiques dans les campagnes pour pouvoir vivre. Voilà. Ouais, juste avant, quelques mots de conclusion avant que vous preniez la parole, parce que ça c'est important. Voilà, on ne peut pas parler atelier paysan si on ne parle pas en fait société, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que la réponse à un modèle de société n'est pas une réponse technique ou technologique, quoi. Elle est une réponse, elle est un engagement de chacun et chacune, quoi. Voilà. Allez, vous la parole. Allez-y, monsieur. Il faut venir là, parce que oui, c'est un piège drôle, donc vous êtes mis au piège, désormais. Ah, merde. On a fini, en fait. Non, je peux rester là, non? Non, mais c'est important que Bonjour. Je voulais juste revenir sur le bouquin, un peu la Bible de l'atelier paysan. Reprendre la terre aux machines. D'abord, reprendre la terre aux machines, c'est parce que c'est quand même l'amont qui capte le plus la plus-value paysanne. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on parle souvent de la grande distribution, mais en réalité, c'est l'amont. Et la deuxième chose, et là, l'idée, c'est que toutes ces alternatives, les circuits courts, le machin, tout, c'est nécessaire, parce que ça permet aux gens de vivre, à des gens de vivre, mais c'est complètement inoffensif par rapport au système agroalimentaire. Et donc, dans ce livre, quand même, il donne des pistes de réflexion pour avoir des actions systémiques pour vraiment changer les choses, donc notamment rétablir des barrières douanières par rapport aux coûts de production des pays. Ensuite, la sécurité sociale de l'alimentation. C'est surtout pour ça que je prends la parole, pour parler de la sécurité sociale de l'alimentation. Et la troisième chose, c'est créer vraiment un service public de réparation. En d'autres termes, ils ne disent pas ça, eux. Ils disent développer les ateliers ruraux, enfin, le forgeron, tout ça dans les villages, pour recréer de la vie. Parce qu'il n'y a pas seulement des paysans, il y a tout l'environnement technique des paysans. Voilà, donc c'était juste pour souligner l'idée d'avoir quelque chose de systémique, c'est-à-dire des politiques publiques, y compris des services publics de réparation, y compris une sécurité sociale de l'alimentation, qu'on appelle de nos voeux. Quelqu'un se lève.
Il faut venir à l'intérieur. Nicolas Clerc, moi je suis paysan Sainte-Foy-Saint-Sulpice et je suis aussi porte-parole Confédération Paysanne. Alors il y a plein de choses qui ont été dites. On a prononcé plein de fois le mot lutte. Alors bon, vous imaginez bien, moi, Confédération Paysanne, c'est un mot qui me parle. Il n'empêche que, avec les chiffres qu'on a donnés, le nombre de paysans s'effondre. Les paysages ne se sont pas améliorés en 40 ans. En gros, on est plutôt en train de perdre, quoi. Là, on est entre personnes sympas et on se remotive, mais on est en train de faire le constat plutôt d'un échec global. Alors moi, c'est pas grave, parce que ma devise, c'est de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale. C'est ce que je me répète tous les matins. Mais donc, il faut remettre tout ça dans le contexte historique. François l'a dit, les Cubains ont perdu du poids. Et en fait, c'est mécanique. Dès qu'une ferme arrive à 200-300 hectares, une ferme traditionnelle qui fait des vaches et des céréales, elle n'a plus besoin de la Cuma. Dès que vous avez 200 hectares de foin à faire, vous avez votre groupe de fauche, vous avez votre roundballer à vous avez tout votre matériel à vous. Dès que vous labourez plus de 30 hectares, vous avez votre propre charrue. Dès que les fermes grossissent, mécaniquement, ça pousse à l'autonomie, le mauvais côté de l'autonomie, c'est-à-dire à la non-coopération avec les autres fermes. C'est mécanique et c'est un phénomène inarrêtable. Donc, quand on dit il y a plein de choses à faire avec les maraîchers, il y a plein de choses à faire avec les petites fermes qui s'installent, en fait, c'est presque un aveu d'échec. C'est-à-dire, en gros, on se resserre sur le petit domaine où il y a encore des petites fermes qui, elles, ont encore besoin de coopération. Mais quelque part, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle en soi, parce que ça veut dire qu'on a renoncé à toutes les autres. Ou du moins, elles n'ont plus besoin de coopération. Ensuite, il faut bien prendre en compte le fait que si les fermes sont agrandies, c'est parce qu'il y a une logique libérale qui a favorisé les grosses fermes. On a fait des choix libéraux grâce à notre chère Union européenne. On a signé des accords internationaux, on a signé l'ouverture des frontières, on a signé la libre concurrence, l'ouverture totale. Ça a des effets. L'effet, c'est que mécaniquement, plus les fermes sont grosses, plus elles sont rentables, et plus les fermes sont petites, moins elles sont rentables. C'est ce qui s'est produit jusqu'à présent. C'est assez déplorable, ça a des effets néfastes en matière de vie sociale, en matière de convivialité, en matière de vie rurale. Il n'empêche que c'est une réalité objective. Les petites fermes se font manger par les grosses. Ensuite, il faut prendre en compte aussi un aspect, c'est que parfois on se dit que la logique qu'on promeut, nous, à la Confédération Paysanne, à l'atelier, à l'ADR, enfin tout ce réseau de copains là, c'est qu'on a pris en compte des problèmes à long terme. Mais voyez, le problème, c'est que prendre en compte un problème à long terme, ça ne veut pas dire avoir raison à court terme. C'est-à-dire que si vous avez anticipé le fait que dans 10 ans, il y aura un problème, il n'y aura plus de fourniture d'ammonitrate, ou que dans 15 ans, le pétrole vaudra 3 fois plus cher, que vous adaptez votre ferme à ça, il n'empêche que jusqu'à ce que l'événement arrive, vous êtes moins bien placé que les autres qui ont continué dans le système. Avoir raison trop tôt, c'est aussi faire faillite plus tôt. Et le temps ne vous donnera pas le temps d'avoir raison. Et ça, c'est tragique, mais c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Si on poursuit la trajectoire historique, la libre concurrence, le libéralisme total dont on s'est gavé jusqu'à plus soif depuis Maastricht, et ça avait même commencé avant, eh ben, il continue. Et alors, on a un petit moment historique un peu intéressant, c'est-à-dire que même les grosses fermes se prennent à douter. Avec le Mercosur, avec peut-être l'Ukraine qui va rentrer, en fait, les grosses fermes de France découvrent qu'elles sont petites, elles aussi. Ces grosses fermes qui snobaient les fermes du Massif central, les fermes du nord de la France qui nous regardaient un peu comme des petites fermes rurales, eh ben, elles, même avec 500 hectares dans le nord de la France, vous êtes une toute petite ferme par rapport à l'Ukraine ou par rapport au Brésil. Même quand vous avez un gros poulailler industriel de 100 000 poulets, vous êtes un tout petit par rapport aux méga fermes industrielles, encore plus industrielles des pays de l'Est. Et donc, il y a une espèce de doute qui s'installe, y compris chez ceux qui ont cru à ce libéralisme. Et donc, il y a peut-être un moment historique pour imaginer que les choses vont craquer, on pourra faire d'autres choses. Je vais essayer, je me donne plus que 2 minutes pour clore, parce que je ne veux pas accaparer la parole. À plusieurs reprises, vous avez appelé, ou on a appelé à la convergence des luttes entre les prolétaires paysans et puis, ça a été un petit peu dit, les travailleurs de la ville. Mais moi, j'irais presque plus loin. Vous avez aussi prononcé le mot culturel. Et quelque part, le combat, il est culturel au-delà des classes sociales. Parce que ça serait un peu dommage de se priver de majorité qu'on pourrait avoir. Je veux dire, typiquement, la bonne bouffe, même les patrons aiment la bonne bouffe, quoi.
même un patron un peu salaud avec ses ouvriers, j'imagine que dans sa tête, il préfère un paysage beau qu'un paysage moche. Je veux dire, la Normandie, c'est rempli de bourgeois, et il n'empêche qu'ils disent tous que la Normandie, c'est plus beau que la Beauce qui a été ravagée. Et donc, il faut à la fois avoir une dimension très politique, et puis aussi une dimension culturelle qui se joue peut-être à une échelle différente. Et donc, il y a des choses à imaginer à ce niveau-là. Bon, je reprendrai peut-être la parole plus tard, j'en ai trop dit. Je rebondis juste sur l'aspect culturel, quoi. Ça peut être hyper dangereux à mon avis, parce que la culture c'est qui, la culture c'est quoi, et pour qui et pourquoi. Et là on vient de faire une expérience à la ferme avec Théo, donc Raph qui est donc à Terre-Noire, le groupe de musique, et qui est venu en résidence à la ferme pendant un an, et il a des cartes blanches, quoi. Et ce qui a été intéressant dans sa démarche et dans son évolution, en fait, et je dirais dans sa montée en pensée politique, c'est que en fait, il a été capable de recueillir des paroles. On était 4 à être avoir donné nos paroles à Raph. Il a été capable de faire un récit, et après ensemble, on a été en capacité de monter un spectacle, quoi. Donc en fait, moi je suis monté sur les planches, donc c'est intéressant parce que j'avais rêvé ça toute ma vie, donc c'était ça. Non mais voilà, Raph en fait, il aurait pu venir à la ferme un an, prendre nos récits et puis en faire des chansons, quoi, et faire une tournée qui lui ramène du fric, voilà, ok. Et là, voilà, et l'intelligence qu'il a eue, et je dirais, et le fait d'être en immersion chez nous et puis qu'on est un petit peu tabassé sur ses a priori. En disant, attends, non, nos paroles, notre vécu, nos souffrances et nos espoirs, tu dois pas nous les voler, quoi. Voilà. Et là, c'est vrai qu'il faut faire attention avec la culture. C'est pour ça que je suis hyper prudent avec ça, quoi. Oui, à la culture, mais respect des gens qui vivent et qui font culture, quoi, dans où ils sont et ce qu'ils sont, quoi. Voilà. Eh bien, qui veut? Eh ben, mais viens là. Ah, si. Ah, ben. Ah, c'est la règle, monsieur, parce que moi, je m'en vais, là, tu vois. Allez, merci, Jean-Paul, bienvenue. Non, je voudrais juste apporter un petit bémol par rapport au CUMA. Certes, les CUMA, les gros paysans n'en ont plus besoin, parce que leurs outils de travail, le principal, les tracteurs, ne sont presque plus adaptés aux outils qui sont proposés dans la CUMA. Mais là où la CUMA parfois n'apporte pas non plus une bonne réponse, c'est vis-à-vis des petits paysans. Quand les outils achetés par les CUMA ne sont plus adaptés aux petits paysans. Par exemple, si vous avez des tracteurs achetés qui font 100, 120, 150 chevaux, je sais pas exactement comment ils ont actuellement, le petit paysan, il n'a pas les matériels pour mettre derrière un tracteur de 150 chevaux. Et ça se retrouve beaucoup, entre autres, dans les zones de montagne. Je sais que la fédération départementale des CUMA, je l'ai entendu par Michel Savatier et Jo Viricel, ont cette attention à maintenir l'achat des outils aussi à la portée des petits paysans. Voilà, je ne sais pas s'il y a des agriculteurs qui pourraient témoigner de cette pratique, de ce problème-là, mais c'est une réalité. Alors, vis-à-vis des gros paysans, basta, mais vis-à-vis des petits paysans qui occupent du terrain et qui ont le droit de vivre aussi, parfois les CUMA ne leur apportent pas de bonnes réponses. Bon, moi, je ne suis pas agricultrice, mais j'ai quand même une longue histoire avec la Confédération paysanne, puisque mes parents étaient très impliqués à la Confédération paysanne. Moi, j'habite en limite de Charolais. Il y a un chercheur, Jonathan Dubrul, qui a fait une thèse il n'y a pas longtemps, qui dit que aujourd'hui, plus les fermes sont grandes et plus les gens perdent de l'argent. On est en valeur négative ajoutée dans le Charolais.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un troupeau tellement important que en fait, si on continue à augmenter le nombre de vaches, en fait, on achète du matériel. Par exemple, une griffe, tout simplement, qui va distribuer le foin, elle va leur coûter 200 000 balles. Et en fait, on se retrouve avec des fermes qui sont irreprenables, parce qu'il y a 1 million de capital, en fait. Et en fait, on ne sait pas quoi faire de ça. En fait, les solutions aujourd'hui, toutes les solutions qui sont proposées par Jonathan Dubrul, le thésard, c'est plutôt de revenir à de l'agroécologie et à diversifier et à gérer l'herbe autrement et à réduire évidemment le nombre de vaches. Donc ça, c'était juste un petit point sur le fait que oui, il y a une histoire de la rentabilité des fermes, mais peut-être qu'on est arrivé quand même à un point là où on se demande, même en porc, hors sol et tout ça, où on n'a pas la rentabilité des fermes qu'il y avait il y a 20 ans ou 30 ans dans ces fermes-là. Moi, je m'interroge plutôt sur comment est-ce qu'aujourd'hui on prépare le monde de demain, en fait. Et je trouve que c'est une question pas simple. J'ai un ami qui s'est installé comme taillandier. Le taillandier, c'est celui qui travaille le bois et le fer pour faire les outils, par exemple, du jardin. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que, comme vous le disiez, il peut faire un outil à la taille et à la force de n'importe qui, quelle que soit sa force physique, etc. Mais quand il fait une fourche ou une pioche ou n'importe quoi, elle coûte 4 fois plus cher que dans le commerce. Donc, il ne vend pas. Et je n'ai pas davantage approfondi, mais j'ai discuté de ça avec le directeur de la Fabrique des Transitions qui dit en gros, aujourd'hui on peut pas demander, ça peut pas reposer uniquement sur les acteurs économiques cette question-là en fait. C'est-à-dire que le mec qui s'installe comme taillandier, c'est pas lui qui va chercher tout seul sa clientèle, ça marche pas, ça peut pas marcher en fait. C'est-à-dire qu'il faut derrière, c'est un projet politique, mais c'est un projet de société. Il faut que les acteurs de la société soutiennent ça. Et pour eux, les acteurs de la société, c'est les acteurs socio-économiques, mais aussi les collectivités, les agents, les élus de l'État et les différentes collectivités. Parce que si on n'a pas un contexte social pour le faire, oui, on va compter sur les consommateurs qui vont faire des choix conscients, on va compter sur les producteurs qui vont passer beaucoup de temps, etc. Mais il y a quelque chose d'injuste et aujourd'hui, on est à un point quand même de bascule dans ce que j'en vois autour de moi dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà baissé les fonds de la formation professionnelle, mais aussi de la formation initiale. Donc il y a plein de CFPPA là, qui n'ont plus leur budget pour former. Les CFPPA, c'est notamment ceux qui forment les futurs agriculteurs. Et donc, on est quand même à un point de bascule où on a des problèmes de grosses fermes, trop de capital, et on a du mal à préparer le monde de demain parce que le contexte social, économique et social n'aide pas à ça. Et du coup, pour moi, ça reste cette question-là aujourd'hui. Comment aujourd'hui on prépare le monde de demain ? Annie, moi, je voulais juste dire un truc quand même par rapport au revenu. Tu dois t'asseoir. Tu dois t'asseoir, c'est ça la règle. C'est par rapport au revenu des agriculteurs. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des aides PAC. Et donc, quand tu augmentes ta surface, tu touches beaucoup plus d'aides de PAC. Et si tu veux, je n'ai pas les chiffres en tête, mais peut-être tu les as, toi, ça représente souvent plus de 50% du revenu des agriculteurs. Sur les fermes du Charolais, 100% du revenu. Ouais, ou 100% du revenu. sur les fermes du Charolais, les années où il y a de la sécheresse, ils sont quand même en revenu négatif, malgré les aides PAC. Je n'ai rien dit alors. Ouais, PAC, oui, non, mais une époque, on avait. Quand la Conf avait proposé en fait de réorienter les aides PAC, bon, il y a eu des lobbies puissants qui ont dit non, mais ça aurait pu, je veux dire, techniquement c'est possible de le faire. C'est des choix politiques. Donc quand on parle société, on parle de choix politiques. Il va y avoir des élections dans peu. Je veux dire, aujourd'hui, à mon avis, la ligne elle est claire, quoi. Voilà. Soit on est d'un côté, soit on est de l'autre. À vous, messieurs dames, de choisir. Oui, non, mais je veux dire, c'est en ces termes-là que ça se traduit. Voilà, je veux dire, c'est pas moi, chabré dans ma ferme, qui vais changer. Non, je peux pas. J'essaye, mais j'ai besoin d'alliances aussi. On fait des alliances. Mais il n'empêche qu'à un moment, qu'est-ce qu'on pose au niveau du modèle de société, quoi ? Est-ce qu'on est dans le compromis ou dans la rupture ? Ça va être quelque chose d'important. Ouais, je pense qu'il y a un écueil aussi que tu décrivais et tu disais je suis moi aussi tombé dedans parce que tu es arrivé et tu as étudié aussi dans des espaces dans lesquels on t'apprenait le conventionnel, etc. C'est la question de la lutte des classes. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on a mis
dans la tête des personnes qui se formaient pour s'installer en agriculture, que c'était des jeunes chefs d'entreprise qui allaient fonctionner comme toute autre entreprise, à exploiter la terre et à vendre leurs produits et à les vendre à l'européenne, etc. On a aussi entretenu voilà, cette idée de la distinction sociale qui allait pouvoir arriver par le fameux self-made man, etc. Et en fait, en réalité, ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est pas ça, en fait, du tout, et que il faut remettre à l'intérieur des questions paysannes là et de ce modèle de société des réalités assez crues, en fait, sur la condition paysanne et du coup les classes sociales. D'où aussi la réédition là, de ce bouquin Paysans dans la lutte des classes, qui du coup a pris un petit coup de pelle du fait qu'il ait été écrit dans les années 70, et du coup à une époque où il y avait aussi plus d'1 million de paysans. Là on a voilà, plus autant de paysans. Qui veut? Parce que moi, on ne veut pas garder. Enfin là, je suis anti-monopole, moi, donc. Voilà, merci. Bonjour à tous. Alors moi, c'est pour rebondir sur la SSS Pathias, sur la sécurité sociale alimentaire. Donc nous sommes devenus adhérents. Et donc c'est vraiment quelque chose de magique, on va dire. La rencontre avec les agriculteurs, la présence, la relation et tout ça. Moi, après, ce qui me dérange, c'est vraiment comment pérenniser ce système. Parce qu'on a l'impression que, oui, on aide des gens en difficulté, mais je trouve qu'on ne met pas assez en valeur que vraiment la relation proche avec les agriculteurs, consommer sainement, avoir une autre vie, en fait. Et donc, nous sommes beaucoup à la recherche de gens qui donnent 100 euros, 120 euros. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui donnent 10 euros, 20 euros, 30 euros. Et en fait, au bout d'un moment, tout va devenir bloqué parce que ça ira pas plus loin, quoi. Voilà. Tu veux peut-être expliquer un tout petit peu plus en détail la caisse, le fonctionnement d'une caisse sociale? Non, mais vas-y, Valérie. C'était pour vous ouvrir la parole. Donc, on a créé ici, sur le secteur de Bouin, une sécurité sociale de l'alimentation. Et donc, en partenariat avec, au départ, Loire Forêt Agglomération, et puis après, donc, un groupe qui est constitué de producteurs, de mangeurs et du monde associatif autour de nous, notamment la MJC. Et donc, l'objectif de cette sécurité sociale de l'alimentation, c'est de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à une alimentation saine, bio, à un moindre coût, puisqu'elle s'équilibre en termes de revenus entre ceux qui ont plus de revenus et ceux qui en ont moins, comme la sécurité sociale, en fait. Voilà. Que dire de plus? Eh bien, à l'heure actuelle, on a démarré en janvier, on a 93 adhérents, consommateurs, et on fonctionne sur le canton de Bouin, 21 communes, et on a 23 producteurs, si je ne me trompe pas, qui sont associés au projet. Et on a actuellement des demandes pour étendre cette sécurité sociale de l'alimentation au-delà de Bouin, notamment sur Noiretable, mais aussi sur les monts du Lyonnais, sur le Rouennais, etc. Le mont Brisonnais. Voilà. Donc, je rejoins Valérie sur cette question, comment pérenniser, comment faire en sorte que ça devienne une politique nationale, puisqu'il y a quand même, à l'heure actuelle, 100 sécurité sociale de l'alimentation en France. Peut-être redire, pour augmenter un petit peu ça, c'est refaire le constat. Enfin, c'est la bataille de la Sécu, la Nicolas da Silva qui en parlait à un moment, qui disait en fait, on n'a pas attendu l'État à cet endroit-là. Et donc, par exemple, attendre une politique volontariste des institutions pour pouvoir soutenir le modèle agricole paysan là, tout de suite, c'est peut-être autant illusoire que d'attendre d'avoir une sécurité sociale en général à l'époque voilà, où il y avait les luttes ouvrières, etc. Et que donc, dans ces
modèles-là, si on parle bien de petites expérimentations locales, on parle bien aussi de reprendre un tout petit peu les moyens d'essayer de fabriquer une répartition économique pour pouvoir permettre à des personnes qui ont des revenus différents, des réalités sociales, des vécus différents, de tenir ensemble en fait. Et parce que du coup, ce qui se passe là-dessus, on a un copain qui ouvre aussi une sécurité sociale là dans le Royan, qui a cette expérimentation-là. Elle n'est pas à l'équilibre actuellement, mais simplement par contre, il y a la discussion aussi. On met du bio, on met du pas bio. Pourquoi on se dirige vers quels producteurs et productrices, mais en fait, c'est quoi les attendus en termes de produits dedans. Et du coup, il y a une expérience démocratique qui se joue. Et en même temps, là-dedans, il y a bien une forme d'autogestion qui réapparaît. Et on voit par exemple, là, du côté de Atelier Paysan, en lien avec la coordination agricole des soulèvements de la terre, que en fait, on est autant en train, nous, de parler là de cantines solidaires. Il y en a eu plein qui ont émergé partout sur les territoires, notamment aux alentours du 10 septembre. Cette idée qu'on va faire de la récup alimentaire, qu'on va aller faire une alliance avec les paysans pour nourrir les piquets de grève ou des personnes en nécessité dans les villes ou périphéries urbaines souvent, et que là, on a besoin de s'équiper. Et donc là, on voit que se relie effectivement ce fameux de la graine à l'assiette, ce fameux, on part à un moment donné des producteurs et des productrices, mais on va essayer de rejoindre aussi d'autres endroits de lutte, d'autres personnes, mais pas que des consommateurs, aussi des personnes en lutte et des personnes qui se reconnaissent dans leurs conditions sociales. Et je pense qu'il y a une bataille qui se joue au sein même de la sécurité sociale de l'alimentation qui est finalement sur le projet politique qui est porté. Sa portée révolutionnaire ou sa portée en tant qu'alternative, c'est-à-dire qui va venir compenser des endroits de dysfonctionnement du système et qui risque de reverser vers la banque de distribution alimentaire qui en fait est complètement intégrée dans les logiques de la surproduction alimentaire actuelle, voilà. Bon. Tu veux relancer un truc? Je sais pas jusqu'à quelle heure on a en fait aussi. On a jusqu'à 15h30? Allez. Moi je vais dire un truc qui va faire réagir, un peu touchy, qui va faire réagir. D'abord, 10 secondes très rapides pour donner raison à François sur le côté politique. Moi qui vomis l'Union européenne pour sa dimension libérale, ultralibérale qui nous a amenés au fossé, il faut reconnaître que la PAC est nationale, contrairement à ce qu'on dit. En gros, l'Union européenne laisse chaque pays avoir sa propre version de la PAC, plus ou moins favorable aux petites fermes, aux grosses fermes, au bio, à la montagne, aux vaches. L'Union européenne, elle, ce qu'elle aime, c'est l'ultralibéralisme et la concurrence totale. Mais après, ce qu'on fait de l'argent de la PAC, chaque pays est vraiment très très libre avec ça, dans un contexte libéral. Ça, c'était la première chose. Pour revenir sur le sujet très technique de la mécanique, je vais vous faire une réflexion personnelle qui n'est pas celle de la conf, parce que c'est un petit peu touchy mon truc. Je vais vous faire un parallèle entre les faucheuses, l'évolution des faucheuses pour faire les foins, et puis ce qu'on a pu observer avec les tondeuses à gazon. Et ça peut peut-être nous permettre d'imaginer ce qui risque de nous arriver avec la robotisation, en bien et en mal. Moi, j'ai que 50 ans, et quand j'étais jeune, une faucheuse pour faucher du foin, ça faisait 1,50 m de large. Désormais, ça fait 9 ou 10 mètres. Plus gros, plus rapide, plus vite. Avant, on mettait 2 heures pour faucher 1 hectare. Désormais, on fauche 10 hectares en 1 heure. Et le pire, c'est que les gros engins, les gros tracteurs de 180 chevaux qui fauchent, ou 150 chevaux qui fauchent 10 mètres de large, à l'hectare, ça fait un peu mal à entendre, mais à l'hectare consomment moins de pétrole que les petits tracteurs avec les faucheuses d'1,50 m. Ils ont cet avantage. Après, construire un tracteur de 200 chevaux, ça a coûté cher aussi. Il faut le prendre en compte. Mais la consommation à l'hectare est plus faible. Et puis si on réfléchit, mais pour les tondeuses à gazon, ça s'est passé comme ça au début. On poussait une tondeuse à gazon de 40 cm, et puis il y a encore quelques années, on était assis sur une tondeuse à gazon qui faisait 1,50 m de large et qui allait à toute vitesse, et on tondait le gazon 5 fois plus vite. Pour revenir dans les fermes, quand les engins pour faucher le foin se sont agrandis, comme c'est des bécanes qui coûtent cher, un groupe de fauche de 10 mètres de large, ça coûte peut-être, 60 000 euros. Ouais, 60 000 euros. Forcément, il faut beaucoup d'hectares pour le faire, ça. Alors, ou bien on est en cumant, ou bien on a une grosse ferme. Et donc, cette mécanisation pour aller plus large, plus gros, plus vite, elle a donné un avantage comparatif aux grosses fermes par rapport aux petites. De même que dans les tondeuses à gazon, celui qui avait une grosse pelouse, il était avantagé, il allait avec sa grosse tondeuse, oui, ça allait mieux, forcément. Mais pour les tondeuses, on a vu apparaître, depuis quelques années, les robots tondeuses. Et là,
il faut bien considérer que ce n'est pas du tout la continuité de la mécanisation qui a eu lieu, ça n'a pas été la continuité avec des machines plus grosses, plus rapides, ça a été un retour en arrière et une autre direction. Je ne discute pas de savoir si elle est meilleure ou pire, ça a voulu dire des tondeuses de gazon plus petites et plus lentes. Et ce faisant, l'avantage comparatif des gros par rapport aux petits a disparu. Typiquement, si vous allez acheter une tondeuse à gazon automatique, satellite, caméra, IA, tout le bordel, là, le marchand vous dit elle peut tondre 3000 m². Et si vous lui dites moi j'ai 6000 m², il vous dit prenez-en 2, monsieur. Alors peut-être que vous aurez 5% de remise sur la deuxième, mais vous n'avez plus le vrai avantage comparatif que celui qui a un groupe de fauche. Quand on achète un groupe de fauche à 70 000 € qui fauche 10 mètres de large, quand on a 200 hectares, on a vite envie d'en avoir 300. Il faut qu'on en ait 300 pour amortir tout ça. Donc ça pousse à l'agrandissement. La robotisation commence à arriver dans l'agriculture. Alors dans un premier temps, c'est des bécanes qui coûtent affreusement cher. Un robot pour désherber les carottes, ça coûte 110 000 €. Forcément, ce n'est pas un petit maraîcher qui l'achète. Mais les premières tondeuses à gazon automatiques, elles coûtaient une fortune aussi. Et désormais, même les prolétaires, ils ont des tondeuses qui tondent la pelouse tout seuls. Et donc, il n'est pas impossible que l'électrification, la robotisation, qui dans un premier temps est captée par les gros, comme à chaque fois qu'il y a une innovation, ne soit pas du tout la continuité de la mécanisation, de l'agrandissement et du plus gros plus vite, mais soit du plus lent, plus petit, différent. Et là, ma question, c'est est-ce qu'on peut imaginer que cette brisure dans la direction mécanique qui a été prise depuis 80 ans soit une faille dans laquelle on puisse imaginer que les petits tirent un avantage et que les gros arrêtent d'être avantagés par rapport aux petits maraîchers. Est-ce qu'il y a quelque chose à imaginer? Alors, on imagine très vite la captation par les GAFAM et compagnie, mais ça, la science-fiction a fait le boulot pour nous décrire le pire. Hein. Ça existe déjà. Hein. Terminator 2, on l'a tous vu. Est-ce qu'on peut imaginer un monde de low-tech comprenant de l'automatisation et de la robotisation, ou est-ce que c'est perdu d'avance? Vous avez 2 heures. Revenir sur votre lecture qui est intéressante. Donc, il n'y a pas forcément continuité si on regarde la trajectoire de la mécanisation. Je dirais oui et non. Il n'y a pas continuité si vous dites que c'est avec la robotisation, on a des machines qui sont peut-être plus lentes, plus petites, mais il y a quand même continuité si on regarde 2 choses. Une, c'est complexité. Les machines deviennent de plus en plus complexes et il y a continuité par rapport à la difficulté de plus en plus grande de réparer. Et donc, je dirais, il y a à la fois continuité et discontinuité. C'est important d'attraper les deux en même temps. C'est là, j'allais répondre un peu sur des endroits... Non, mais il y a plusieurs trucs. La dernière fois, je m'étais amusé, je m'interrogeais sur... je dis monde paysan, société paysanne, de quoi on parle. Et à un moment donné, ça m'apparaissait plus trop, quoi. Et donc j'ai fait un entretien avec François. Il y avait un entretien qui parlait du temps, du rapport au temps. Et dedans, il y avait aussi du coup un peu le rapport à l'écosystème dans lequel il s'ancre. Et par exemple, un sujet, c'était sur l'énergie. Mais pourquoi tu n'installes pas un panneau solaire, des panneaux solaires sur ton toit, et puis allez, ciao, c'est bon, je suis autonome. Il y avait un vrai sujet qui était assez intéressant, même il aurait pu faire du bénéfice du point de vue économique, potentiellement là-dessus. Et on en est arrivé à parler du bois, de la scierie locale, de la capacité d'aller chercher du bois sur de la provision locale avec des forêts. En fait, finalement, ce qu'on se disait, c'est, mais en fait, le bois à cet endroit n'a pas une fonction qui est uniquement pour l'énergie, c'est aussi le maintien de toute une habitabilité. Et donc, moi, ça m'interroge tout pareil, en fait, là, de me dire, oui, il y a ce scénario-là, et d'ailleurs, il y a le scénario des big tech qui automatisent les gros bidules aussi, et ce que ça produit, moi, je le regarde en essayant d'adopter les postures un peu décoloniales ou anticoloniales que mettent des équipes comme Génération Lumière, ou etc. C'est en fait... Génération Lumière, par exemple, ils bossent sur la question de l'extraction des minerais au Congo et donc la manière dont nous, on a en France la transition écologique qui vient couvrir ça comme ça a été la religion dans la colonisation de manière antérieure. Ils disent, en fait, là, vous êtes en train d'extraire et en plus, chez vous, on dit,
mais c'est pour la transition écologique, pour faire des ordinateurs plus performants, pour pouvoir mieux travailler, puis regarder le numérique, c'est dans les nuages, etc. Bon, pas vrai, quoi, pas vrai du tout, la preuve au Congo. Et donc, à partir de là, eux, ils retournent la situation de la question de la transition écologique, et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire quand tu dis, par exemple, ok, en fait, mais on consomme moins, bah ouais, en fait là c'est le moment où moi je suis pas très d'accord en fait avec cet argument d'une écologie qui serait uniquement comptable et qui est en fait une écologie technocratique et qui nous a permis d'invisibiliser ce que ça veut dire qu'écologie. Écologie, si on le reprend au sens de Félix Guattari à la base, c'est les 3 écologies et c'est quelque chose qui enserre à l'intérieur la capacité de se maintenir à habiter dans son milieu, la capacité du vivre ensemble et du coup, j'ai plus le troisième, enfin je les ai dit un peu vaguement, mais du coup c'est un ensemble et naturel, social et individuel, merci. Et donc là-dedans, voilà, cette tension, je la trouve assez féconde en fait. Et le moment où finalement on va venir, mais c'est ce qui se passe hein, avec les data centers. Actuellement, c'est ce qui se passe aussi en France sur la question du nuage était sous nos pieds, qui viennent poser ces questions de data center. Un des trucs, c'est que c'est inattaquable du point de vue écologique, parce qu'ils ont tellement bien fait leur greenwashing en ce moment, qu'ils disent, mais en fait, nous, on ne prend pas d'eau, donc il n'y a pas d'enjeu avec l'eau. Ah, mais en fait, nous, on va faire des élevages de spiruline avec l'énergie qu'on recrache, donc en fait, on est super écolo. Bah, il n'empêche que tu es en train de préparer des trucs qui vont utiliser l'ensemble de l'énergie de la planète. Et là, actuellement, on a les mêmes trucs avec les méga-fermes, c'est-à-dire que si le tracteur consomme moins, on a quand même construit une méga-bassine à côté, et tes habitants, ils n'ont pas d'eau, ou alors il faut la faire importer. Et donc, à quel endroit est-ce qu'on repositionne cette question du débat technique sur la possibilité d'habiter quelque part ? Du coup, moi, je voulais plus revenir sur l'aspect tiers-lieu que vous avez mis en place, imaginé. Du coup, je trouve très intéressant cette question d'habitabilité au sein d'un village, au sein d'un territoire, en tout cas. Et du coup, j'imagine que ça se veut en tout cas rassembleur et du coup à essayer de rassembler, en tout cas de faire se rencontrer des personnes d'horizons divers et variés. Voilà, moi-même, je suis engagée dans un projet collectif culturel sur un territoire rural. J'ai l'impression qu'on a envie, en tout cas dans ce projet, d'avoir une forte dimension politique, du coup avec un côté aussi assez radical d'une certaine manière, et je trouve que tous les termes qui ont été employés autour voilà, de créer des espaces de résistance, tous ces mots-là, ils sont très forts, très connotés, et nous, en tout cas, j'ai l'impression que de plus en plus, on est obligé souvent d'essayer de les éviter, en tout cas de trouver des façons de ne pas trop dire ça, enfin, pour essayer du coup d'avoir un truc quand même rassembleur, enfin en tout cas on teste, on expérimente des choses, et je trouve que c'est des endroits très schizophrènes un peu pour nous, je trouve, d'avoir ces postures-là, parce que je pense qu'on est convaincus, alors même si on a tous un peu des divergences, etc., mais que l'enjeu, c'est d'essayer de dépasser notre petit collectif, et du coup, ça m'interroge beaucoup de savoir un peu comment vous abordez ça, vous appréhendez ça, je ne vais pas dire solution parce que je pense qu'il n'y en a pas vraiment, mais en tout cas quel parti pris, quelles expérimentations vous avez pu mettre en œuvre et qu'est-ce que vous observez par rapport à ça, parce que voilà, même le simple mot de tiers-lieu qui est apparu, je trouve, à un moment aussi où ça a été un endroit où il y a eu des subventions, par exemple, et pour autant, nous, en fait, pareil, on a eu un projet de tiers-lieu, mais notamment les collectivités nous ont dit « Oui, par contre, on ne va pas appeler ça comme ça, parce que… » Et c'est vrai, en fait, tiers-lieu, d'un côté, nous, on était déjà des tiers-lieux avant que le mot soit un peu remis sur le devant de la scène et qui veuille un peu tout et rien dire et qui soit difficilement, je trouve, appropriable, en tout cas collectivement, selon les endroits d'où on vient. Et du coup, ça m'interroge beaucoup, notamment autour du vocabulaire, mais ensuite autour de ce qui est vraiment mis en place et du coup, quelle société ensuite on invente ensemble, vraiment, parce que c'est un vrai sujet et je pense que vous la posez aussi à Goutla. Enfin, voilà, je trouve que c'est… Moi, ça m'intéresse beaucoup et j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus. Enfin, je trouve ça très intéressant.
Moi, je fatigue. Tiers-lieu, ouais, c'est vraiment un mot à la con. Ok, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Bah oui, non, mais c'est vrai que... C'est vrai que c'est pas hier quand on a mis ça en place à la ferme, les gens nous disent mais c'est quoi ce truc là, enfin, t'en es où encore? Qu'est-ce que tu cherches? Enfin, Chabré, on sait que tu fais plein de trucs, mais alors là, on pige pas quoi. Et oui. Et oui, ben ça nous a aidé parce qu'il y avait aussi des subs quoi. Et qu'en fait, on avait besoin de ça en fait pour développer tout ce qu'on est aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc, et après, quand on travaille ça et quand on va chercher un petit peu l'historique en fait de faire de tiers-lieu, ben oui, ce qu'on a fait pendant 30 ans à la ferme, c'était ça, quoi. On n'était pas, on a fait tiers-lieu. Donc après, voilà, ça demande de la pédagogie, ça demande et on a perdu des gens. Il y a des gens qui nous disent, on ne comprend pas, on se casse. Mais pas grave, quoi. Enfin, voilà, il faut je crois que cette période-là, et aujourd'hui, en fait, le fait quand même de s'appeler tiers-lieu paysan, ça a aussi, pour moi, une connotation qui est vachement importante, quoi. Ça veut dire qu'en fait, le tiers-lieu, ce mot-là, en fait, il s'accroche à une histoire et à un choix politique, quoi. Être paysan aujourd'hui, c'est un choix politique, quoi. C'est pas une fonction. Voilà. Je me réclame. Avant, quand je suis sorti de l'école, paysan, c'était vraiment un mot qui était, c'était bouseux et les pegnos, quoi. Pegnos, putain, c'est dur. Donc on dit agriculteur. Après on a dit agri-manager. Alors ça, c'était beau. Donc voilà. Donc en fait, toi, je crois que le fait d'avoir accroché au tiers-lieu le mot paysan, en fait, a été hyper fort et a été aussi des mots de revendication, quoi. Voilà ce que je peux dire sur tiers-lieu. Je trouve la question des mots et de la sémantique vraiment très, très importante. Ce qui m'a frappé, par exemple, chez vous, chez l'Atelier Paysan, c'est qu'au tout début de l'histoire, donc 2009-2010, vous parlez plutôt de technologies appropriées. Donc il y a les références classiques de Illich, Schumacher, etc., qui sont utilisées. L'Atelier Paysan n'a jamais trop utilisé le terme low-tech, alors que quand l'ADEME invite l'Atelier Paysan à un workshop, un atelier, une réflexion sur les low-tech, voilà, l'Atelier Paysan, malgré la non-utilisation du terme low-tech, est quand même toujours convivié, invité à des festivals low-tech à Concarneau ou dans d'autres endroits. Dans le livre Reprendre la terre aux machines, il y a toute une partie sur les technologies paysannes. Donc il y a quand même une création sémantique, il y a une définition, il y a une volonté de... C'est un combat, voilà, qui se passe par les machines, qui se passe au niveau politique, mais qui se passe aussi à travers des mots pour dire, bon, on ne va pas remobiliser pour la énième fois Illich et compagnie, on ne veut pas utiliser le terme low-tech, il ne nous convient pas tout à fait, mais on va composer nous-mêmes notre mot. Et je trouve, par exemple, pour tiers-lieu, la question est très intéressante, très importante. On ne peut pas évacuer le terme. Le terme, il est là, il est lisible, il est visible, il attire des sous. Mais je crois qu'il faut toujours essayer de recomposer, de faire avec les mots. On ne peut pas les balayer d'un coup, mais il faut trouver un espace de recomposition, de redéfinition de tous ces mots. Ouais, et moi, rajouter quelque chose qui arrive là. Le mot tiers, pour moi, est hyper important. Voilà, j'ai fait France Tiers-lieu a proposé un DU, donc en fait, moi j'ai fait le DU et je suis allé voir des tiers-lieux en fait dans toute la France et on doit voilà, ce que j'ai vu, c'est que des tiers-lieux étaient hors sol, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en lien avec le territoire et je dis que tiers, politiser le tiers et le rattacher à un lieu, en fait, ça donne quelque chose qui est vachement important, quoi. Et si notre ferme, en fait, elle n'avait pas été en lien avec le territoire de manière hyper forte, oui, on aurait pu être hors sol, quoi, voilà.
et faire notre salade entre nous. On peut faire un écolieu, par exemple. Toi, c'est beau. Mais voilà, notre souci, en fait, c'est que notre projet de tiers-lieu s'inscrive dans une dynamique territoriale et politique, quoi. Ouais, et moi, du coup, enfin, je pense qu'il y a une vraie attention sur les mots. Je pense aussi que, par contre, il y a une perception qui est une perception effectivement sociale et située de ça. Moi, je viens par exemple d'un endroit dans lequel je suis plutôt le gagnant de ça. C'est-à-dire, en fait, j'ai vu l'émergence du truc, les silicones sentiers, les machins, les bidules. Bah, j'étais là, on était là. Enfin, on était des gens qui connaissions tout ça. Et en fait, on a facilité aussi l'émergence même de ces notions dans des espaces dépolitisés. C'est-à-dire que moi, je les rencontre, on parle de ça, c'est un concept de sociaux qui vient des États-Unis et en fait qui regarde de manière très romantisée la France. Ensuite, on développe des lieux avec des théories autour de la démocratisation, d'effacer la fracture numérique et de chercheurs au CNAM qui disent mais oh là là, c'est le futur du travail, regardez, etc. Et là, on a une politique qui se déploie. Et nous, en France, on la relie à l'espace public numérique, par exemple, donc cet espace où on va juste apprendre l'informatique à une certaine époque. On le relie à des œuvres sociales, donc en fait, c'est des espèces de centres sociaux 2.0. On les relie à la médiathèque qui ne va pas faire que médiathèque. Et en fait, on remet le côté social systématiquement. Bon, bah, quand on a fait ça, super intéressant, simplement, soit à certains endroits, en fait, on est sur des services publics low cost. C'est une amie qui est en pleine écriture de thèse et qui avait écrit à propos de l'Ermitage, qui est un lieu en Picardie, en disant bah, en fait là, voilà, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'intention du service public, mais qui en fait le font exactement dans la logique néolibérale, c'est-à-dire les œuvres sociales vont reposer 100% sur le bénévolat et ciao, voilà, et ou alors on le fait d'une manière assez entrepreneuriale. Et nous, finalement, on arrive un petit peu avec ça. On cherche à résoudre les problèmes de la campagne en arrivant avec le tiers-lieu à la base, avec Samuel, d'une certaine manière. Pourtant, il vient de là, etc. Moi, je tombe aussi dans cet écueil-là parce qu'on a grandi là-dedans, quoi. Et en fait, peu à peu et en décantant, et là, en ce moment, on est en train de faire un article justement pour l'Observatoire des tiers-lieux où on fait un peu les comptes et le bilan de nos 3 années avec Fabrique de territoire, on voit qu'on a mis dedans, et parce que Samuel a eu des effets de réel par rapport aussi à la vie qu'il avait eue à la campagne et avec ses parents, etc., de décélération. On retire les salariats et en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce qui reste, c'est un lieu de sociabilité au sein d'un espace de production. Et en fait, quand on remet ça, on redit bien aussi, c'est pas non plus la culture morte. En fait, on n'est pas en train de défendre qu'on va dans un musée, un écomusée ou un musée de la paysannerie, comme il y a à Ambierle, venir et animer des histoires autour de ça. Non, on est là où il y a les paysans vivants. On peut dire aussi que, par exemple, un des héritages du point de vue culturel des tiers-lieux, c'est lié à la fin de l'industrialisation. C'est Fazette Bordage, c'est toutes les personnes qui sont allées en fait à la fermeture d'une usine dire on va faire des projets culturels, on va occuper ces lieux et on va panser les plaies du territoire qui vient de perdre des emplois et en fait des vies sont brisées par le départ industriel. Mais on parle bien aussi d'espaces comme ça qui périclitent et dans lesquels on essaye de mettre un pansement. Et en fait, à partir de ça, quand on fait une politique publique nationale, eh ben en fait, on n'est pas exactement dans l'endroit où on est dans le plein essor de la vie, quoi. Tu vois, on est plutôt en train de penser des fractures effectuées par le capitalisme. Et à partir de ce moment-là, on a besoin, je pense, de se dire que le corps intermédiaire, il est au cœur de l'activité quotidienne des gens. Et tant qu'on ne pensait pas ça, on n'avait pas du monde. Là, en fait, actuellement, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on se retrouve avec pas mal de monde qui vient, et un peu de partout, parce que c'est au cœur des activités, donc il y a autant des questions sur l'agriculture que des questions sur, finalement, justement, ces transmissions paysannes et culturelles, que sur des questions militantes, etc. Et on voit bien qu'on joue ni, et en même temps mi, le rôle de centre social, de centre culturel, d'espace de distribution alimentaire de trucs, etc., etc. Tu vois. Et c'est pas inintéressant et ça rejoint des postures aussi qui ont pareil été théorisées en sociologie, de marginal séquent, etc. C'est-à-dire quelqu'un qui est un peu transversal aux institutions. On fait autant du conseil aux institutions actuellement que on fait ces événements locaux et qu'il y a de la production agricole. Et c'est dans ces ou ni que en fait on est pas mal. Et c'est ce truc-là, le corps intermédiaire aussi, c'est celui qui relie autour d'un projet politique, d'un territoire. Qui veut? On a encore un petit peu de temps, ou vous en avez peut-être marre, donc on arrête aussi, hein. On a le droit. Hein. Il fait chaud, c'est la digestion. Derrière? Pourquoi tu viens pas au milieu là?
Vas-y, tu reviens. Moi, j'ai juste une question, mais je vais peut-être être hors sujet, mais voilà. On a rejoint les jardins ouvriers parce que, suite au Pathias, voilà, on a touché quand même des valeurs qui nous tenaient à cœur. Et puis, au jardin ouvrier, on est 120 jardiniers et je trouve que c'est très chouette. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication, il y a des prêts, les gens donnent des plans. Enfin voilà, il y a énormément de socialisation. Enfin, ouais, c'est très chouette. Et par contre, comment on peut tomber d'accord sur les manières de cultiver, sur les manières d'utiliser les outils? Est-ce qu'on en utilise trop, pas assez? Les cultures, est-ce qu'il faut des terrains toujours propres? Enfin voilà, je sais pas, Nicolas, peut-être qu'on n'ait pas justement trop d'outils de mécanisation, voilà, enfin trouver un équilibre quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Si je m'exprime bien. Mais... Après, tu vois, nous on a un jardin partagé à la ferme où, si tu veux, voilà, ça fait quand même 7 ans qu'on expérimente la permaculture, tu vois. Voilà, on a cherché, voilà, ce que c'est. Bon, on dit, tiens, on va avancer là-dessus. Voilà, on est en sol vivant, donc, après, moi, je ne sais pas répondre si tu utilises trop de matériel parce qu'il faudrait aller voir sur place. Il faudrait faire un inventaire. Mais ce qui est important, en fait, c'est de penser la manière dont je travaille et qu'est-ce que mon geste, en fait, il va influer sur l'écosystème dans lequel je vis, quoi. Voilà. Alors ça, bon, on le fait pas à chaque fois. Hein. Mais il n'empêche, quoi. Tu vois. Je veux dire, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Si un jardin, en fait, il s'inscrit dans une, enfin, ce qui est faux, c'est que l'intervention humaine laisse le moins de traces possible, quoi, pour qu'en fait, ce patrimoine du sol, en fait, il puisse être transmis, quoi. Je veux dire, moi, j'ai fait de la vigne, ces questions, je me suis posé, quoi. L'intervention que je fais au niveau de ma vigne, en fait, qu'est-ce que ça fait? Et si ma vigne n'est plus là, qu'est-ce que ça fait au niveau du sol, quoi? Donc c'est pour ça que je suis passé en bio, que j'ai mis de l'herbe, qu'il y avait des forêts, voilà, que j'ai mis des haies. Voilà. Donc c'est ces questions-là qui sont vachement importantes, quoi. Faire un jardin, c'est génial, mais que ce jardin, en fait, il soit pensé global, c'est vachement intéressant, quoi. Parce qu'un jardin, il y a tout un écosystème, quoi. Donc voilà, s'il n'y a plus d'herbe dans ton jardin, moi je m'interrogerais, quoi. Voilà, s'il n'y a pas d'arbres autour, je m'interrogerais aussi. Ouais, c'est ça. Voilà, donc voilà. Mais il y a un truc aussi, j'allais dire presque, il y a des choses qui ne se jouent pas à cette échelle. C'est-à-dire, en fait, si on s'interroge sur la mécanisation dans des jardins, on va dire dans des jardins populaires et partagés, je sais pas si c'est très grave en fait cette question-là de la technique et de l'outil utilisé dans ce jardin partagé, parce que ça se joue pas à cette échelle. Enfin, pour moi, c'est exactement l'endroit de la limite des petits gestes, qui est aussi décrit pas mal, on va dire dans la stratégie des alternatives. Oh là là, mais si on faisait tous ces petits gestes, ça y est, on aurait résolu le problème. Mais on oublie qu'il y a une intention structurelle qui est un peu différente, c'est-à-dire que la question de la mécanisation, elle est reliée à la question du modèle économique agricole global, qui inclut la PAC, qui inclut la dette et qui, du coup, enserre les agriculteurs dans leurs pratiques. Si il y en a un qui a envie d'avoir un truc automatisé là, pour tondre sa pelouse, mais ça va pas changer grand-chose. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas ça, c'est comment arriver à partager des valeurs, en fait. C'est que ces lieux, en fait, ils sont là pour partager des valeurs. Enfin, moi, c'est mon objectif. Et du coup, ça amène aussi à aller vers les agriculteurs et aller chercher des plans, discuter, voilà. Et du coup... ça amène aussi à voir ce qui se passe au niveau des agriculteurs. Pathias, c'est super intéressant parce que moi, je ne le vois pas de côté, on est à la sécurité sociale, alimentaire, ça nous aide à la fin du mois, certes et tout ça. Non, il y a une autre dimension. Et cette dimension, il faut vraiment la développer. C'est que moi, rencontrer les agriculteurs, aller dans leurs fermes,
manger de la viande, comment on la mange. Enfin, voilà, il y a toute une dimension qu'il va falloir vraiment développer au niveau de la communication. Et ça, c'est chouette, quoi. Mais tu vois, je Parce pense que c'est intéressant parce que du coup, on passe de la technique, mais c'est pour ça qu'on ne voulait pas limiter le débat à cet C'est pour endroit-là. ça que j'ai dit je serais hors sujet. Non, pas du tout. En fait, tu es en plein dans le sujet. Actuellement, c'est quoi les points nodaux des alliances? Par exemple, actuellement, moi, quand je parle des jardins populaires, on a l'exemple la Grande Sainte, où en fait, on a découvert que quand ils ont ouvert des jardins en pied d'immeuble, bah, en fait, à un moment donné, il y a des personnes qui ont sorti des graines qui étaient issues de l'immigration et qui ont commencé du coup à cultiver des choses qui venaient de leur pays à quelques années de là, et qu'il y a aussi des gestes qui se sont remis. Par exemple, faire de la boulangerie à la maison et puis distribuer du pain. Par exemple, certaines personnes en fait avaient autoconstruit ou étaient venues avec des meubles autoconstruits et qu'en fait on voyait tout un certain nombre de pratiques qui juste disaient des choses. C'est dans cette génération-là, on avait les moyens de l'autoproduction et du coup une maîtrise et un certain rapport à nos milieux qui là s'est perdu. Par exemple, là on va faire venir Melting Pot, qui est une association de Marseille justement qui est dans les quartiers populaires, et on va les faire venir. Une partie des personnes qui sont issues de l'immigration algérienne disaient ok, en fait on n'avait jamais pigé avant que vous nous racontiez cette histoire d'autonomie technique, blablabla, tout ça, paysanne, qu'en fait nos parents étaient en train de perpétuer ça. On n'a jamais pigé pourquoi maman faisait du pain et papa tenait tant à ce meuble soudé par son grand-père, quoi, ou je sais pas qui. Et voilà. Et donc c'était assez intéressant. Et je pense que c'est de ça que ça reparle aussi. Ça reparle de cette alliance aussi entre quartier populaire et monde paysan, et de cette capacité d'autodétermination des personnes à travers ce petit maintien avec un tout petit feu, un tout petit cœur battant. Voilà. Il y avait monsieur et monsieur. Oui, non, mais je trouve que ce débat est tout à fait passionnant. J'ai appris beaucoup de choses et merci à vous et au public d'avoir apporté leur pierre. Vous avez répondu beaucoup, vous avez évoqué beaucoup de situations, de solutions locales, de problèmes locaux. On a évoqué des problèmes généraux qu'on connaît tous. Alors, vous avez commencé à répondre un petit peu suite à votre question à partir des alliances, mais est-ce que finalement le problème de fond, c'est pas celui du niveau intermédiaire entre toutes ces actions qui sont conduites localement par les agriculteurs, au niveau de la société, de la sécurité sociale de l'alimentation, tout un tas de choses que vous faites, des tiers-lieux, et la résolution de problèmes qui, de toute façon, sont beaucoup plus loin, sont beaucoup plus hauts. Je pense... beaucoup de gens ont un peu baissé les bras d'une certaine façon. Je pense à Nat Singh, par exemple, l'anthropologue Nat Singh, qui développe la théorie des patchs, dans laquelle pour elle, de toute façon, les solutions elles vont se retrouver localement, et tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'on arrive à trouver les solutions pour gérer des petits territoires, des petits réseaux, et en espérant que de proche en proche, les solutions plus globales arriveront. Mais on n'en est pas sûr. Mais c'est quand même la question de fond. Comment est-ce qu'on passe des réponses locales à des résolutions plus générales? Ah bah ouais, ça me paraît évident. Ça, alors que nous n'avons pas les moyens politiques de changer. Alors ça, voilà. Alors ça, avons-nous ou n'avons-nous pas? La question est bonne, elle est essentielle. Je veux dire, voilà. Aujourd'hui, voilà. Non mais voilà. Alors moi, je pense qu'on l'a. Et je suis assez en colère et je me bagarre pour ça. Enfin, et je me bagarre pour qu'en fait, je veux dire, voilà. Enfin, en mars, il y a des élections. Quelle position on va avoir, quoi. Nous, on est en train de monter. Voilà, je veux dire, on monte des groupes de pression, on monte des leviers pour créer des rapports de force, pour qu'il y ait une liste qui soutienne ce qu'on défend. Tu vois. Et ben ça marchera, ça marchera pas. Mais moi, j'ai envie de me battre aujourd'hui parce que, je veux dire, moi, j'ai envie que le modèle que j'ai défendu pendant 30 ans sur ma ferme, en fait, il puisse aussi exister dans 15 ans, 20 ans et 30 ans, quoi. Voilà. Alors, c'est vrai que je peux baisser les bras, tu vois, j'ai 62 ans, je peux dire, écoute, attends, on va laisser bosser les jeunes. Non. Les jeunes, ils ont besoin de nous, et nous, on a besoin d'eux. Et je crois que c'est cet intergénérationnel qui va être hyper important aujourd'hui. Et on a à se bagarrer là-dessus. Après, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je me bagarre et je m'engage, voilà. Moi, c'est important parce qu'il y a des gens en situation de handicap. Il faut vraiment adapter dans les jardins partagés. Sinon, le handicap, les gens ne le connaissent pas. Moi, j'aimerais vraiment dire, si vraiment il faut accepter les gens en situation de handicap à leur niveau, il faut dire, mais bon sang, qu'est-ce que les handicaps aujourd'hui sur notre territoire?
Moi, je dis, mais bon sang, si on n'avait pas reconnu le handicap, mais qu'est-ce qu'on ferait en France? Qu'est-ce qu'on ferait? On dirait, mais c'est important, le handicap. Dans le jardin, dans les structures, dans les ESAT, dans les milieux protégés, moi, je dirais, il faut vraiment adapter les choses à leur niveau, à leur capacité et à leur travail qu'ils font également. Voilà. Bravo. Allez. Qui a... Ah, on a fini. C'est une belle fin, je trouve, moi. Je veux dire, voilà, la société, c'est une société globale qui inclut toutes les personnes, quoi, et qui exclut pas les gens. Voilà, donc, et ben, voilà, hein. La société qui inclut.